On va aborder un point qui est connu, très connu même, qui est celui de l'écoute active. Alors c'est comme avec les objectifs, les ressources, il y a des bouquins entiers sur la notion d'écoute active. On ne sait pas toujours d'ailleurs très bien ce que c'est. C'est quoi pour vous l'écoute active? Qu'est-ce que ça vous évoque? Oui, c'est qu'il y a un échange. C'est une écoute. Pourquoi active? Parce qu'elle génère quelque chose derrière. C'est pas une écoute passive. À l'inverse de l'écoute passive où on écouterait en ne faisant rien. Ouais. Le fait d'être actif montre que soit on peut avoir peut-être des signes d'approbation, D'accord. ou que derrière on peut répondre à la personne, enfin, il y aura au moins une action où il y aura quelque chose qui montrera qu'on écoute. C'est-à-dire qu'en fait, dans la manière d'écouter, j'interagis, oui. Je vais donc influencer en quelque sorte mon interlocuteur. Écoute active, ça veut dire au final que je fais des choses dans le but d'obtenir des choses. Donc on est complètement dans de l'exercice d'influence. On pourrait parler d'ailleurs un peu de la manipulation à ce stade. C'est-à-dire que, au fond, si je peux vous fourguer mon ordinateur ou mon aspirateur, si je fais de la vente, porte-à-porte par exemple, l'important pour moi c'est que vous preniez mon ordinateur. Que vous en ayez besoin ou non, je m'en fous. Ce qui veut dire que la seule préoccupation que j'ai, c'est que vous répondiez à ma demande. C'est là qu'on situe en fait le processus de manipulation. C'est-à-dire que je réponds, consciemment ou non, c'est pas toujours très conscient d'ailleurs, à une intention qui est surtout bonne pour moi. Maintenant, la réalité, c'est qu'il y a des tas de moments où vous êtes sous des phénomènes d'influence. Faites manger vos enfants, une cuillère pour papa, une cuillère pour maman, c'est bien. Mais ce qui se passe, au fond, c'est quelle est l'intention qui est derrière. Et en fait, la question pour nous n'est pas de savoir si on influence ou non, si on manipule ou non, mais dans quel but on le fait. Les outils qu'on va voir là, ce sont des outils qui sont puissants en matière d'influence. Donc c'est très important de se poser la question, quand on le fait, pourquoi on le fait. Sinon, vous allez prendre un retour de flamme qui est à la hauteur de la puissance des outils qu'on va voir. Alors, l'écoute active, c'est un but très précis, qui est de favoriser ou d'augmenter ou de créer en fait un climat de confiance, c'est-à-dire un rapport positif qui vont donc favoriser l'accompagnement, en évitant deux pièges. Le premier, c'est la notion d'interprétation, parce que parfois vous avez peut-être vécu quand A ou B répète des choses qui sont différentes des miennes. J'ai l'impression qu'il ne m'a pas entendu, qu'il interprète des choses de façon différente. Et plus grave encore, le sentiment de jugement, qui apparaît parfois, où ah, si je pense ça, alors s'il dit ça, c'est qu'il pense ça de moi. Donc on va éviter ça, et pour ça, on va travailler sur trois grandes formes. La première, c'est l'écoute silencieuse. C'est pour remplir cet espace qu'il y a entre vous et une autre personne. C'est ce que vous faites quand vous êtes au téléphone. Vous discutez avec quelqu'un, et si c'est vous qui êtes en train de vous exprimer, ce que vous avez besoin, c'est que de temps en temps, elle vous donne du retour. Oui. Parce que sinon, vous commencez à me demander s'il y a quelqu'un à l'autre bout du fil. Donc l'écoute silencieuse, ça sert à ça. C'est au fond, vous montrer que je vous suis, et aussi important, vous montrer que je ne vous suis plus. On a tous connu, vous savez, on parle avec une personne, puis comme on a pensé à autre chose, on a perdu le fil. Du coup, on dit oui, oui, puis on essaie de rattraper le wagon. Vous vous souvenez ça? En fait, on se rend compte qu'en matière de communication, il vaut bien mieux dire à la personne, écoute, je t'ai suivi jusque-là, ensuite je t'ai perdu, j'ai pensé à autre chose, est-ce que tu veux bien revenir là-dessus? Et là, on s'aperçoit qu'en fait, la personne se sent, évidemment, davantage pris en compte. Donc, montrer que je suis ou montrer que je ne suis plus. Ensuite, il y en a une deuxième, là, l'objectif est différent. Alors que là, la personne parle et je lui montre que c'est OK, je suis toujours là, là, elle s'arrête. Par contre, j'ai besoin d'avoir plus d'informations. Donc, à ce stade, je vais la relancer. Et il y a deux manières de la relancer. Soit de reprendre la fin de la phrase, soit d'aller cliquer sur un mot important, et puis ensuite de faire plusieurs choses. La première, en fait, c'est de maintenir un contact non verbal, de préserver le silence pour laisser l'espace, et de garder un ton, quand je dis un ton, c'est un ton interrogatif, c'est-à-dire le sentiment que je suis en train de vous poser une question. Tu es d'accord, Marjorie? Quand tu dis oui? Oui, je suis d'accord avec vous. Quand tu dis que tu es d'accord avec quoi exactement? En fait, il faut reformuler la question de la personne. Quand tu parles de la personne, tu penses à qui, par exemple? À l'interlocuteur.
D'accord. C'est faire ce que je viens de faire là. Hein. Je parle simplement d'une approbation. Je reprends l'approbation, je maintiens le langage, le contact non verbal. Et puis je vais soit reprendre la fin de la phrase sous forme interrogative, soit cliquer sur un mot, un peu comme on clique sur une fenêtre d'un ordinateur pour aller chercher l'image qui est derrière. Donc ça nous sert, en fait, et là on se mesure qu'on est complètement en train de piloter la relation. On n'est pas sur le fond, on est sur la forme. Et c'est même comme ça qu'on va aider une personne à développer une idée. Ah tiens, j'ai peut-être une solution, mais je me demande, quand tu dis une solution, tu penses à quoi? Et on lui donne le fil, et donc l'occasion d'aller plus loin. Donc c'est très utilisé ça en matière de coaching. Vous avez des exemples? Oui. Au niveau commercial, je dirais, parfois dans des négociations, j'ai appris à utiliser de manière assez intuitive les silences aussi. Tu as un exemple? Oui, ben, par exemple, quand je dois placer quelque chose d'important, donc comme un prix par exemple, donc je vais l'amener tranquillement, je vais terminer ma phrase et puis je vais regarder la personne, créer le contact non verbal visuel avec un peu de charme, un petit sourire et attendre la réponse, voir en face effectivement, parce que j'aurais bien cadré ma phrase et tout, utiliser le silence pour prendre comme une approbation. Et s'il y a quelque chose qui vient derrière, bon bien sûr je vais réagir, mais parfois ça marche. Et ça c'est un exemple très spontané en termes de négociation face à face. Après les silences, je vais beaucoup les utiliser au téléphone. Le silence au téléphone fait peur à beaucoup de personnes. Et en fait, il suffit d'1-2 secondes et vous arrivez à obtenir plus d'informations de la personne en fait que vous avez au téléphone. Donc dans un contact nouveau avec un nouveau client, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on arrive à creuser un peu plus et la personne va par exemple vous dire une généralité sur sa manière de fonctionner en termes d'achat et vous dire donc oui, quelque part peut-être reformuler, oui, donc vous reprendre un peu ce qu'elle a dit. Par exemple, elle vous dit je n'achète jamais rien sur le champ, je prends toujours le temps pour acheter. Ce serait ça une généralité? Ça serait par exemple dans mon domaine. Ça serait par exemple, oulala, en ce moment, les cours le cours monétaire varie très très vite. Il va falloir que je place une grosse commande, mais je ne sais pas quand la placer. Donc moi je vais lui dire, effectivement, vous n'avez pas tort. Parce que là, ça va dans mon sens, il a peut-être intérêt à l'acheter maintenant. Donc je ne vais pas lui dire, faites comme vous voulez. Non, je vais poser mon silence là et la personne va reprendre. Oui, peut-être ça serait mieux que j'achète quand même maintenant. Et là, je vais lui dire, si vous le dites. D'accord. Silence. Donc tu vas utiliser le silence en fait pour le laisser continuer sur sa lancée. Hein. Et on s'aperçoit que c'est évidemment dans cet espace qu'il crée en fait la suite, ou qu'il approfondit, ou qu'il va chercher d'autres options, etc. Ça correspond. Oui, ça correspond. Bon, si on veut le renforcer, encore une fois, c'est je prends vraiment le mot, je lui resserre en quelque sorte, je maintiens le silence avec un ton interrogatif. Est-ce que vous pensez par exemple que c'est une bonne idée? Oui. Voilà. Tu ne sais pas à quoi tu dis oui, mais tu le dis oui. C'est une Pourquoi? Parce que je viens de te laisser un espace important avec une attention soutenue pour que tu me répondes. Voilà, c'est exactement ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les relances, et c'est évidemment très utilisé dans l'accompagnement et on peut le dire d'une manière générale dans la communication. Enfin, on a la troisième forme. Là, le but, c'est de stopper. Stopper et valider. C'est-à-dire que je reprends l'information qui m'a été donnée et éventuellement l'expérience qui est derrière. Ce que vous dites, c'est, et en même temps, ce que vous ressentez, c'est. Et là, il y a une chose à retenir, c'est que la reformulation du ressenti est encore plus importante pour la personne que la reformulation de ce qui a été dit. Surtout s'il y a de l'émotion. La personne vous dit « ouais, j'en ai marre, de toute façon, ici, vivement que je me tire, parce que ça ne marche jamais ». En fait, ce que vous dites, c'est que ça ne marche jamais, et l'envie que vous avez, c'est de partir. Et là, vous allez avoir un « oui », mais c'est ce qu'on va appeler un « oui » physiologique. « Oui, c'est ça ». En fait, derrière, c'est « oui, c'est ça que je vis », ou « c'est ça que je ressens ». Ce « oui » physiologique, on va voir, c'est un moteur extrêmement important pour établir une communication. Un principe fondamental, alors celui-là, vous pouvez l'entourner en gros, en vert, en rouge, en ce que vous voulez, et c'est celui-là qui va déterminer, quand ça va commencer à coincer, le fait que la communication dure ou non. L'idée, c'est de montrer que quand on rentre dans les relations ping-pong, vous savez, mais si, mais non, mais si, mais non,
Mais je te dis que c'est comme ça. Mais non, c'est pas une bonne idée. Mais si on faisait cet investissement, ça irait mieux. Je te dis que c'est pas le moment. Ah, toi, tu es de toute façon toujours en train de... Puis voilà, on est parti là-dessus. En fait, on montre que pour être efficace, l'idée, c'est en fait de ne pas insister sur le propos qu'on a envie de faire passer, mais de commencer par privilégier la prise en compte du point de vue de l'autre. Au fond, c'est ne présenter votre point de vue que quand vous avez reformulé avec succès celui de l'autre. Ça a l'air de rien, mais vous allez voir, c'est énorme.